Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons les bienvenus ici au plateau de Pacemaker dans le cadre de votre émission La médecine pour tous. Une émission qui a été conçue pour vous, une émission qui a été conçue pour la santé. Conçue pour vous informer des connaissances de la médecine dans le but de vous éloigner de l'ignorance et de promouvoir la santé. Car comme je dis toujours, on ne peut pas tous être médecin, mais on peut tous faire des gestes médicaux et sauver des vies autour de nous. Vous pouvez les remarquer, aujourd'hui nous ne sommes pas à la maison, nous sommes dans Cardio Health Center, dans un centre cardiologique, toujours à la recherche d'un bon médecin pour pouvoir vous apprendre sur la santé. Je vais saluer et directement recevoir le docteur Noël Ochoudi. Bonjour docteur. Bonjour mon cher ami. Comment vous portez docteur? Oui, je vais bien, merci. Et vous-même? Ouais, nous ça va. Sinon vous êtes docteur Noël Ochoudi, cardiologue, c'est ça? Oui, je suis Noël Ochoudi, je suis médecin, je suis cardiologue au clinique universitaire de Kinshasa, faculté de médecine. Voilà, je suis également à la faculté comme enseignant. J'enseigne à l'université de Kinshasa et dans d'autres universités dans le pays. Voilà. Okay. Et ici nous sommes dans Cardio Health Center. Si vous pouvez parler un peu de ces centres cardiologiques. Oui, en effet, Cardio Health Center, c'est un cabinet spécialisé de consultation de cardiologie et d'exploration cardiovasculaire non invasive. Alors, ce que nous faisons dans ce cabinet de cardiologie, c'est des consultations spécialisées de cardiologie, mais également des explorations d'imagerie cardiovasculaire non invasive, notamment échographie cardiaque, électrocardiogramme, holter tensionnel, holter ECG. Et voilà. Et donc, nous avons également une expertise, nous avons des contacts également avec une équipe, celle du docteur Moubenga qui réalise l'implantation des stimulateurs cardiaques, qu'on appelle les pacemakers. Et donc nous travaillons aussi sous sa houlette. Et voilà ce que nous pouvons faire à Cardio Health Center. Nous avons voulu que ce cabinet soit en effet une sorte de gérer le pont entre la population et la cardiologie à Kinshasa, parce que la cardiologie n'est pas toujours accessible à tout le monde. Nous avons voulu la rendre beaucoup plus accessible avec des prestations qui sont qui rencontrent vraiment le Congolais lambda dans sa bourse. Voilà. D'accord docteur. Docteur, nous avons une population qui nous suit déjà depuis 3 mois. Nous avons pour but de le promouvoir à la santé. Comme vous savez bien sûr que la meilleure médecine reste préventive. Nous voulons apprendre les notions de la médecine préventive dans différents domaines de la santé. C'est pour ça, c'est ce qui justifie notre présence ici dans votre cabinet. Nous voulons un peu parler de grandes causes des maladies cardiovasculaires. Les grandes causes des maladies cardiovasculaires pour pouvoir toujours intéresser cette population. Alors, merci pour cette question. Les maladies cardiovasculaires, il faut déjà savoir que elles constituent la première cause de mortalité dans le monde. En 2018, les maladies cardiovasculaires étaient responsables de 18 millions de décès au cours de cette année. Ça, ce sont les estimations de l'OMS. Et jusqu'à ce jour, les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité dans le monde, toutes causes confondues. Et donc, elles passent bien devant les maladies infectieuses, bien devant le Covid-19, la malaria, le VIH-Sida et autres. Mais on a l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup de ces grandes tueuses que sont les maladies cardiovasculaires. Et donc c'est important que nous puissions en parler en long et en large au cours de cette émission. Alors les principales causes des maladies cardiovasculaires restent jusqu'à ce jour ce qu'on appelle des facteurs de risque cardiovasculaire. Alors qu'est-ce qu'on entend par facteurs de risque cardiovasculaire? Ce sont au fait des situations, des événements ou des pathologies qui prédisposent à développer une maladie du cœur ou des vaisseaux. Alors, ces situations sont regroupées, je dirais grossièrement, en 2 groupes. Il y a des facteurs de risque que l'on considère comme des facteurs de risque non modifiables. Et l'autre groupe, c'est celui des facteurs de risque qui sont modifiables. Alors, dans le groupe des facteurs de risque non modifiables, on retrouve essentiellement l'âge et le sexe. Quand je parle d'âge et de sexe, c'est-à-dire que lorsqu'on est par exemple du sexe masculin et qu'on est âgé déjà de plus de 55 ans, cela constitue un facteur de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire que le risque de développer une maladie du cœur et des vaisseaux est très élevé.
Et pour la femme, c'est à partir de 65 ans que l'âge représente un facteur de risque cardiovasculaire. Au-delà de l'âge et du sexe, on a l'hérédité de l'hypertension artérielle. Lorsqu'on a des parents, un parent ou des deux parents qui font de l'hypertension, automatiquement on est étiqueté comme ayant une hérédité d'hypertension artérielle et donc on a un haut risque de développer également de l'hypertension artérielle qui est une maladie à forte composante génétique. Il y a également la race, on en parle de plus en plus. On sait que la race noire est très encline à développer des maladies cardiovasculaires un peu plus que les autres races. Elles sont des facteurs de risque non modifiables, mais à côté, il y a des facteurs de risque modifiables, ils sont le plus nombreux. En premier lieu, on cite d'abord l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, qui est la pathologie, je dirais, la plus fréquente chez l'adulte. Déjà, chez l'adulte de plus de 40 ans, dans le monde, on a à peu près 30% d'adultes de plus de 40 ans qui font de l'hypertension artérielle. Mais lorsqu'on va au-delà de 60 ans, c'est pratiquement 50% d'adultes de plus de 60 ans qui font de l'hypertension artérielle. Voyez-vous, c'est une pathologie extrêmement fréquente chez l'adulte et c'est une pathologie qui est souvent une grande pourvoyeuse des maladies cardiovasculaires qu'on va citer tout à l'heure. À part l'hypertension, on a le diabète sucré, qui est une maladie qui a une forte prévalence dans le monde avec un taux de décès très élevé par des maladies cardiovasculaires. Au-delà du diabète, on a également des situations comme le tabagisme. Le tabagisme, on le sait, il multiplie énormément le risque de développer une maladie du cœur et des vaisseaux. Il peut le multiplier jusqu'à 5 ou 6 fois le risque de faire, par exemple, un syndrome coronaire, ce qu'on appelle grossièrement une crise cardiaque. Au-delà du diabète, de l'hypertension et du tabagisme, on a l'alcoolisme excessif, on a ce qu'on appelle l'excès de mauvais cholestérol ou l'excès de LDL cholestérol, on a l'excès d'acide urique dans le sang, on a l'obésité, on a également plein d'autres facteurs de risque, un état inflammatoire chronique avec l'hyperfibrinogénémie, bref, il y a beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaires qui sont modifiables et qui sont responsables plus tard des maladies cardiovasculaires. Et pour finir, je dirais que ces maladies cardiovasculaires, comme je l'ai dit, c'est des maladies qui affectent le cœur et les vaisseaux. C'est quoi ces maladies cardiovasculaires? On retrouve dans ce grand ensemble des maladies comme des maladies du cœur, comme les cardiopathies, entre guillemets, c'est-à-dire des maladies qui affectent le cœur. Et toutes ces maladies ont pour terminus l'insuffisance cardiaque. Le cœur devient défaillant, il n'est plus capable de jouer son rôle majeur qui est de pomper le sang. Le cœur ne sera plus capable de pomper le sang et donc on se retrouve en situation d'insuffisance cardiaque. Au-delà de l'insuffisance cardiaque, il y a également d'autres situations, d'autres maladies cardiovasculaires, notamment au niveau des vaisseaux du cerveau, ce qu'on connaît sous le nom d'accidents vasculaires cérébraux. Oui, les accidents vasculaires cérébraux sont également des maladies, je dirais, rentrent dans le groupe des maladies cardiovasculaires. En réalité, elles sont des maladies cérébrovasculaires, mais ça affecte les vaisseaux au niveau du cerveau. Et c'est très fréquent, la prévalence des accidents vasculaires cérébraux est en train d'augmenter en puissance au cours de ces dernières années. Mais on a également des affections vasculaires au niveau des reins qui sont également au nombre comptés parmi les maladies cardiovasculaires. Il y a des maladies artérielles pures comme les artériopathies oblitérantes des membres inférieurs. Voilà. Mais je vais terminer par dire ceci. Toutes ces maladies cardiovasculaires ont pour élément commun l'athérosclérose. Et donc, tous les facteurs de risque cardiovasculaire sont là pour entraîner un phénomène qu'on appelle athérosclérose. Et c'est l'athérosclérose qui va conduire aux maladies cardiovasculaires que j'ai citées, notamment les maladies du cœur, les maladies du cerveau, les maladies des reins, ainsi de suite. Voilà. D'accord, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous comprenons que nous sommes face à un cardiologue qui est en train de nous décortiquer les maladies cardiovasculaires. Mais docteur, vous avez cité l'usage nocif de l'alcool, l'obésité. Moi, j'aimerais savoir un peu comment est-ce que l'obésité peut entraîner les maladies cardiovasculaires et quel est le type de maladies cardiovasculaires que l'obésité peut entraîner. Voilà, l'obésité, l'un de mes enseignants avait l'habitude de dire que l'obésité pose souvent le lit au diabète sucré.
L'obésité va entraîner très souvent le diabète sucré de type 2. Or, vous savez, j'ai cité le diabète sucré comme l'un des facteurs de risque majeurs pouvant entraîner les maladies cardiovasculaires. L'obésité va entraîner un diabète sucré de type 2 par un phénomène qu'on appelle l'insulinorésistance. Alors, pour faire simple, Dieu nous a créé avec un organe qu'on appelle le pancréas. Et cet organe-là a des cellules qui produisent de l'insuline. Alors, cette insuline, c'est une substance qui circule dans le sang et qui a pour rôle de faire passer le sucre qui se trouve dans le sang, de le faire passer dans les cellules pour que les cellules puissent utiliser ce sucre-là. Mais lorsqu'on devient obèse, chez les obèses, il y a une difficulté des cellules à utiliser l'insuline. L'insuline est correctement produite par le pancréas, mais cette insuline ne sait pas être utilisée par les cellules parce qu'il y a une substance qui empêche l'utilisation de l'insuline par les cellules. Cette substance, on l'appelle la lectine. Et donc, on aura tendance chez les obèses à développer de l'insulinorésistance et plus tard le diabète sucré. Mais également l'obésité. Vous savez, dans l'obésité, il y a presque toujours une masse graisseuse qui est importante. Il y a presque toujours une augmentation du mauvais cholestérol, donc une hypercholestérolémie LDL. Et cette augmentation du mauvais cholestérol sera à l'origine également de la formation des plaques d'athérome, donc du phénomène qu'on appelle athérosclérose. Et donc au finish, l'obèse va se retrouver avec deux situations majeures qui vont concourir à la formation des plaques d'athérome, donc à la formation des plaques de graisse qui vont boucher le calibre des artères. Quand ça se passe au niveau du cœur, ça va entraîner une maladie du cœur. Et quand ça se passe au niveau du cerveau, ça va entraîner un AVC qui sont des maladies cardiovasculaires. Merci beaucoup, docteur, pour cet éclaircissement. Docteur, la mauvaise alimentation aussi peut entraîner des maladies cardiovasculaires. Oui, effectivement, une mauvaise alimentation est un facteur, je dirais, considéré aussi comme un facteur de risque. Lorsqu'on a une alimentation qui est trop riche en matière grasse, une alimentation qui est trop riche en sucre ou en sel, c'est une alimentation qui pose le lit à certains facteurs de risque, notamment lorsqu'on mange trop gras, on court le risque de développer une augmentation du mauvais cholestérol dans le sang. C'est ce que nous avons appelé l'hypercholestérolémie LDL, qui est le facteur clé d'ailleurs de la formation des plaques de graisse, des plaques d'athérome dans les vaisseaux. Et donc, une mauvaise bouffe, une alimentation riche en matière grasse, ça va augmenter le cholestérol. Une alimentation riche en sucre, ça prédispose, ou je dirais, ça peut aggraver un état de diabète sucré, exposer le patient à développer une situation d'hyperglycémie. Également, une alimentation riche en sel va favoriser l'installation de l'hypertension artérielle, surtout chez une personne qui est déjà prédisposée. Donc en réalité, une mauvaise alimentation va mettre en place, je dirais, favoriser la mise en place de certains facteurs de risque cardiovasculaire qui, eux, à leur tour, vont entraîner les maladies cardiovasculaires par ce phénomène qu'on a appelé l'athérosclérose. Monsieur le docteur, vous, dans votre cabinet, vous avez dit que vous êtes médecin depuis 2013. Voilà. Durant votre cursus, je ne sais pas, votre carrière médicale et même vu que nous sommes dans votre cabinet, quelles sont les maladies cardiovasculaires que vous trouvez régulièrement dans la vie que nous sommes dans la population congolaise, que vous trouvez régulièrement? Parce que je vois vous citer les diabètes sucrés, je vois aussi vous avez parlé de l'AVC. Quelles sont les grandes pathologies cardiovasculaires que vous trouvez couramment? Alors, dans notre pratique quotidienne, nous retrouvons tous les facteurs de risque cardiovasculaire que j'ai cités, mais également, nous retrouvons également des patients qui se retrouvent déjà avec des maladies cardiovasculaires. Parce qu'en réalité, les maladies cardiovasculaires, c'est un petit peu comme le terminus des facteurs de risque cardiovasculaire. Un patient qui développe de l'hypertension, le diabète, qui a une obésité, qui a un excès de mauvais cholestérol, il finira à coup sûr à développer une maladie au niveau du cœur. Il y a diverses maladies au niveau du cœur qui portent des noms différents.
Il peut s'agir d'une cardiopathie ischémique, d'une cardiopathie hypertensive, c'est des termes plutôt techniques, mais de manière simple, toutes ces maladies du cœur vont concourir à une défaillance du cœur qu'on appelle une insuffisance cardiaque. Que ce soit par le biais de l'hypertension, du diabète, de l'excès de cholestérol, voilà, mais en définitive, ce sont des maladies qui vont entraîner une insuffisance cardiaque. Et donc, effectivement, on reçoit beaucoup de patients qui sont déjà au stade d'insuffisance cardiaque. En tout cas, tous les jours, en consultation, on reçoit des patients qui sont déjà au stade d'insuffisance cardiaque parce qu'ils ont développé pendant plusieurs années des facteurs de risque sans se rendre compte. La plupart d'entre eux ne savaient pas qu'ils avaient ces facteurs de risque parce que, je dois le souligner ici, que ces facteurs de risque sont souvent silencieux. Ils sont très silencieux, notamment l'hypertension artérielle, c'est une maladie très silencieuse. Au début, on n'a aucun symptôme. Le diabète sucré, c'est pareil, une maladie très silencieuse, on n'a aucun symptôme au départ. Quand on a un excès de cholestérol, on ne le sait pas parce qu'il n'y a aucun symptôme. Lorsqu'on a un excès d'acide urique, au début, on est au courant de rien parce qu'on n'a aucun symptôme. Vous voyez, on peut avoir 5, 6, 7 facteurs de risque en soi sans être au courant. Et au fil des ans, au bout de 5 ans, 10 ans, ces facteurs de risque vont concourir pour entraîner le phénomène de l'athérosclérose et entraîner une maladie cardiovasculaire. Et donc, on reçoit régulièrement en consultation, quasiment tous les jours, des patients, soit qui sont encore en phase des facteurs de risque qui n'ont pas encore développé une maladie cardiovasculaire, soit qui ont déjà développé des maladies cardiovasculaires, et là, la prise en charge devient un peu coûteuse, parce qu'il faut des médicaments qui coûtent excessivement cher. D'où l'accent sur la prévention. C'est extrêmement important de faire le dépistage des facteurs de risque et des maladies cardiovasculaires, surtout des facteurs de risque, avant même d'arriver au stade des maladies cardiovasculaires. Et quand est-ce qu'il faut faire ce dépistage? Auprès de qui il faut faire ce dépistage? Quand est-ce qu'il faut le faire? C'est chez toute personne adulte. Dès que vous avez, classiquement on dit dès que vous avez plus de 40 ans, mais par expérience on voit qu'on a des adultes jeunes de 30 ans, voire même d'une vingtaine d'années, qui développent déjà des facteurs de risque comme l'hypertension ou le diabète. Et donc, il est conseillé à tout adulte, déjà à partir de 30 ans, de voir un cardiologue, de faire le dépistage de ces facteurs de risque-là. Rappelez-vous, ces facteurs de risque, ils sont silencieux. Il faut les chercher pour les trouver. Quand on ne les cherche pas, la plupart du temps, on ne les trouve pas. Et donc voilà, c'est extrêmement important de souligner sur cet aspect de dépistage, parce qu'effectivement, pour répondre à votre question, tous les jours, on reçoit des patients, soit avec des facteurs de risque, soit avec des maladies cardiovasculaires déjà avérées. Docteur, quand vous avez dit que ces maladies évoluent généralement de manière silencieuse, ça craint pour tout le monde en tout cas. Cela me pousse même à poser une question. Pourquoi est-ce que ces maladies doivent évoluer de façon silencieuse? Oui, effectivement, les facteurs de risque évoluent de manière très silencieuse jusqu'à aller provoquer des maladies cardiovasculaires qui, au début, elles peuvent être silencieuses. Et puis après, lorsqu'elles atteignent une phase, je dirais, assez avancée, c'est en ce moment-là qu'on a des signes cliniques qui sont catastrophiques. Vous voyez, par exemple, les accidents vasculaires cérébraux. C'est d'un coup, comme ça, quelqu'un qui marche et puis qui tombe et qui est paralysé. Mais avant qu'il ne devienne paralysé, avant qu'il ne tombe ou qu'il entre en coma, il y a eu plusieurs années d'installation des facteurs de risque, de progression de ces facteurs de risque et finalement de la survenue d'un accident vasculaire cérébral. Et donc la personne n'ira à l'hôpital que parce qu'elle est paralysée ou bien elle est en coma, elle est amenée à l'hôpital par les membres de famille. Mais voilà, et là on ne peut plus faire grand-chose, surtout si c'est une maladie cardiovasculaire très très avancée où le pronostic est sévère. On est un petit peu limité. Mais lorsque on reçoit le patient un peu plus tôt, le risque de développer, d'évoluer vers des maladies cardiovasculaires est vraiment réduit, voire vraiment réduit à presque à néant grâce au traitement, à la prise en charge par le cardiologue. Pourquoi elles évoluent de manière silencieuse? C'est parce que ces pathologies-là passent par le processus que j'ai appelé l'athérosclérose. Au fait, l'athérosclérose, c'est un phénomène, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui consiste au dépôt des plaques de graisse à l'intérieur des artères. Et ce dépôt des plaques de graisse se fait de manière lente.
Ce n'est pas un phénomène brutal, ça prend des années. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, où les artères sont bouchées de manière progressive. Quand c'est une artère au niveau du cœur, ça se bouche de manière lente et progressive, et puis à un moment donné, pouf, l'artère est complètement bouchée, le sang ne passe pas, et c'est un AVC qui survient. Et c'est pareil, parfois on a des installations assez brutales, par exemple avec l'hypertension artérielle. On peut avoir de l'hypertension, mais on ne ressent pas grand-chose. On peut ressentir des symptômes qu'on banalise. On a des maux de tête. Ici, chez nous, on sait que maux de tête égale malaria, alors que ce n'est pas toujours. On peut ressentir des palpitations, on banalise. On ressent de la fatigue, on banalise. On pense que c'est la malaria ou la fièvre typhoïde, parce que c'est toujours ça le diagnostic lorsqu'on va dans les centres de santé. On ne prend pas la peine de mesurer la pression artérielle, alors qu'il y a une hypertension qui s'installe et qui est confondue dans ces symptômes avec une malaria ou autre. Et voilà, elles ne sont pas toujours silencieuses, parfois elles sont symptomatiques, mais on passe à côté de ces symptômes-là. C'est ici l'intérêt de sonner, de sonner l'alarme pour dire aux praticiens de santé, aux médecins, aux infirmiers, faire attention en consultation. Il faut absolument prélever la pression artérielle, quel que soit l'âge du sujet que vous recevez. J'ai reçu des patients hypertendus très jeunes, 25 ans, 23 ans, 22 ans, même 18 ans. Et donc, il faut faire très attention. Nous sommes tous concernés. Ne vous dites pas que, voilà, j'ai encore le temps, je suis jeune, moi je n'ai que 25 ans. Je vous informe qu'à 25 ans, on peut faire de l'hypertension artérielle. Et voilà, donc c'est le moment de vraiment faire un dépistage sérieux et de savoir si on a des facteurs de risque ou pas. Je vais terminer ce propos en disant, je connais quelqu'un un collègue qui disait, il est jeune, il disait, lui il ne pense pas avoir de problème, un facteur de risque quelconque, mais il va quand même faire un dépistage parce que j'avais insisté qu'il fasse le dépistage. Et quand il va faire son dépistage, il se retrouve avec un taux d'acide urique très élevé. Mais il me voit, il me dit, mais docteur, je n'ai jamais rien ressenti. Je lui dis effectivement, quand on élève son taux d'acide urique, on ne ressent rien. C'est un facteur de risque et il s'installe de manière silencieuse. À un moment donné, cette augmentation d'acide urique, ça va se déposer dans les articulations sous forme de cristaux d'urate. Au niveau des reins aussi, et on va développer une maladie rénale, on va développer une crise de goutte, une arthrite goutteuse, ainsi de suite. Donc voilà, c'est extrêmement important d'encourager le dépistage. Merci beaucoup, docteur. Docteur, j'allais souligner un truc que nous sommes suivis par les étudiants en médecine. De partout, Inilou, Ika, Kisantou, Lubumbashi et de la capitale. J'aimerais que vous puissiez un peu parler du diagnostic différentiel. Parce que comment vous faites ici pour distinguer l'hypertension artérielle, l'AVC, avec de toutes ces maladies cardiovasculaires, comme il y en a de trop. Comment vous faites pour distinguer tout ça ici en clinique? Oui, en fait, il y a d'un côté, comme je l'ai dit, d'un côté, il y a les facteurs de risque cardiovasculaires, de l'autre côté, il y a les maladies cardiovasculaires avérées. Dans tous les cas, ce qu'on a, c'est qu'au début, que ce soit lors de l'installation des facteurs de risque ou même certaines maladies cardiovasculaires à leur début, le patient est souvent asymptomatique, il ne ressent rien. C'est comme ça que tout à l'heure, je mettais l'accent sur le dépistage. Il faut aller chercher ces facteurs de risque pour les trouver, et même ces maladies cardiovasculaires. Mais généralement, lorsque le patient évolue vers une maladie cardiovasculaire avérée, c'est en ce moment-là que les symptômes apparaissent. Par exemple, un patient qui fait un AVC hémorragique à cause de l'hypertension, il viendra vous consulter. Parfois, il vous dit qu'il n'est pas connu. Vous demandez s'il est connu hypertendu, il vous dira qu'il n'est pas connu hypertendu. Et c'est au cours de la consultation que vous vous retrouvez avec une tension très élevée, à 200 de tension, 200 sur 120. Et voilà, il a une paralysie. C'est peut-être au décours de cette complication que l'on découvre a posteriori qu'il avait une hypertension artérielle. C'est comme ça que c'est important. J'insiste sur la reconnaissance de ces facteurs de risque. Alors qu'est-ce qu'on a généralement? Je cite deux grands facteurs de risque, l'hypertension et le diabète. Comment les reconnaître cliniquement? Pour l'hypertension, très souvent les patients vont se plaindre des maux de tête, des céphalées. Okay. Tout céphalée, je le répète, toute céphalée ne signifie pas malaria. Céphalée, il faut vraiment faire une bonne mise au point, commencer par prélever la pression artérielle avant de faire la goutte épaisse, commencer par faire plus simple, prélever la pression artérielle, surtout chez un adulte. Le patient peut se plaindre simplement de palpitations,
Il peut se plaindre de fatigue, il peut se plaindre d'acouphènes, c'est-à-dire de bruit dans les oreilles. Vous savez, ce bruit-là qu'on entend par exemple lorsqu'on a pris la quinine, on peut ressentir la même chose, les acouphènes lorsqu'on fait de l'hypertension artérielle. Parfois, on ne ressent rien du tout. Pour ceux qui ne ressentent rien du tout, naturellement, ils n'auront pas tendance à venir en consultation. Et donc, c'est comme ça que des adultes comme ça, il faudra leur faire passer le message de dépistage. Allez voir un médecin, même quand vous ne ressentez rien du tout, c'est extrêmement important. Alors, il y a les maladies comme le diabète sucré, comment il peut se manifester cliniquement. On peut avoir, en médecine, on appelle ça le syndrome polygros-polydipsique, c'est-à-dire c'est un patient qui urine beaucoup et tout le temps, il boit beaucoup, il a tout le temps soif, parfois il y a même une polyphagie, il a un gros appétit. Parfois c'est simplement de la fatigue, un patient qui est tout le temps fatigué, une fatigue intense, inexpliquée. Voilà. Parfois, on peut, pour l'hypertension et le diabète, le patient peut venir consulter pour une baisse de l'acuité visuelle. Il vous dit qu'il a une vision qui devient floue, il ne voit pas très bien. Parfois, c'est à cause, c'est déjà une hypertension ou un diabète qui a atteint les yeux, une complication au niveau de la rétine, une rétinopathie, peut-être hypertensive ou diabétique. Voilà. Donc, c'est parfois des symptômes comme ça. Parfois, c'est des symptômes un petit peu bâtards, voilà, qu'on peut retrouver dans d'autres maladies. Mais lorsque, par exemple, vous avez un patient qui évolue vers le stade des complications à cause de son hypertension ou du diabète, il vous consultera, par exemple, pour un essoufflement. Il ressent des essoufflements qui commencent d'abord à l'effort, ensuite ça sera au repos. Là, le cœur commence à se fatiguer, il va déjà vers une insuffisance cardiaque. Il peut vous consulter parce qu'il a des pieds qui gonflent, des œdèmes au niveau des membres inférieurs. Là, il évolue déjà vers une insuffisance cardiaque. Et donc, c'est extrêmement important d'être très regardant par rapport à ça. Vous avez un patient qui consulte pour un essoufflement. Absolument, il faut regarder son cœur. Recommander à ce qu'il fasse une échographie cardiaque, un électrocardiogramme pour voir l'état de son cœur. Est-ce que ce n'est pas une dyspnée d'origine cardiaque? Voilà, et c'est extrêmement important. Il y a comme ça beaucoup de symptômes. Il faut vraiment avoir le flair clinique d'orienter le patient, surtout un patient âgé, plus de 40 ans. Il faut toujours poser la question sur les facteurs de risque. Est-ce qu'il est connu hypertendu, il est connu diabétique ou pas? Il faut les rechercher activement en consultation. C'est simple, pour l'hypertension, on prélève la tension. Pour le diabète, on peut faire une glycémie capillaire au bout du doigt. Et rien qu'avec ces petits gestes des gestes vraiment banals, on peut arriver à poser des diagnostics et on pourra compléter un bilan beaucoup plus sérieux après pour asseoir ce diagnostic. Voilà. D'accord, docteur Melassi, il faudrait parler de l'AVC et la crise cardiaque. Comment vous faites pour distinguer les deux maladies? Alors, les deux maladies n'ont rien à voir, n'ont rien à voir sur le plan de leur topographie. L'AVC, c'est au niveau du cerveau, des vaisseaux du cerveau. On a deux modalités. Soit les vaisseaux du cerveau sont touchés par le phénomène d'athérosclérose que j'ai expliqué tout à l'heure. Là, c'est l'AVC ischémique ou ischémique. Soit les vaisseaux du cerveau sont rompus. Donc on a une rupture de l'artère du cerveau à cause d'une poussée de tension. Une augmentation très importante de la tension peut fragiliser les vaisseaux et même rompre les vaisseaux. Et là, c'est un AVC hémorragique. On a du sang dans la tête, du sang dans le cerveau, qu'on appelle un hématome, un intraparenchymatome. Alors, ça va se manifester cliniquement par de la paralysie essentiellement. Vous avez une personne qui a une difficulté à bouger ses membres. Ça peut se manifester également par un coma. Ça peut se manifester par des signes comme une difficulté à parler, une dysarthrie. Le patient, il est conscient, mais il a du mal à articuler facilement. Et voilà, c'est généralement là les signes indicateurs d'un accident vasculaire. La crise cardiaque, par contre, c'est le même phénomène, mais qui se passe au niveau des vaisseaux du cœur. Vous savez que le cœur a également des artères qu'on appelle les artères coronaires. Ces artères peuvent être bouchées sous l'effet, le même effet d'athérosclérose. Des plaques de graisse peuvent toucher ces artères et donner lieu à ce qu'on appelle dans notre jargon médical un syndrome coronaire. Ce syndrome coronaire, généralement quand c'est aigu, il est très symptomatique. On a une douleur thoracique.
Hein, les caractéristiques de cette douleur, c'est que c'est une douleur qui est rétrosternale ou précordiale, et cette douleur, elle est constrictive. Voilà, c'est une douleur qui peut apparaître au repos et à l'effort, ou seulement à l'effort, ça dépend, selon qu'il s'agit d'un syndrome coronaire ou simplement d'un angor stable. Et cette douleur thoracique, le patient viendra consulter pour ça, et il faut absolument demander en urgence un électrocardiogramme pour voir s'il n'y a pas un problème au niveau, il n'y a pas des signes d'ischémie comme on appelle ça au niveau du cœur, mais on va compléter cet examen par un bilan sanguin les enzymes cardiaques, la troponine notamment, et une échographie cardiaque. Voilà, donc c'est un petit peu ça la différence. AVC, c'est dans la tête, c'est dans le cerveau. Crise cardiaque, c'est le jargon populaire pour qualifier le syndrome coronaire aigu ou l'angor. Merci beaucoup, docteur. Docteur, puisque nous sommes déjà en train de chuter, presque en train de chuter, nous allons parler un peu du traitement. Les traitements primaires et préventifs. Comment faire pour éviter les maladies cardiovasculaires? Alors c'est simple, pour éviter les maladies cardiovasculaires, il faut deux choses. Avoir une hygiène de vie saine, parce que nous sommes ce que nous mangeons. Il faut éviter de manger trop gras, éviter de manger trop sucré, éviter de manger trop salé. Éviter le tabac, j'ai cité le tabagisme comme facteur de risque majeur. Éviter la prise excessive d'alcool. Éviter l'obésité, c'est évitable, il faut éviter l'obésité. Éviter également un style de vie, je dirais, sédentaire. Il faut être en activité régulièrement, avoir une activité régulière, physique. Ça, c'est ce que l'on peut éviter, mais il y a des choses que l'on ne sait éviter. On ne peut pas éviter parce qu'on n'est pas au courant. Ce sont des facteurs de risque que le médecin va découvrir, donc il faut se faire dépister dès lors qu'on a 30 ans ou plus. Voilà, on doit aller voir un médecin pour faire un dépistage. D'accord, merci beaucoup, docteur. Nous sommes déjà presque à la fin, chers téléspectateurs. Docteur, vous pouvez donner un petit conseil à cette population qui nous a suivis et donner aussi le contact, bien sûr, et comment faire pour contacter Cardio Health Center. Voilà, alors Cardio Health Center est situé, c'est un cabinet spécialisé de cardiologie qui est situé en ville, à Gombe, sur avenue Mbujimayi numéro 4. Et nous sommes là 3 fois dans la semaine. Nous faisons une consultation des cardiologies et des explorations. Pour le contact, le cabinet de cardiologie, Cardio Health Center, a des numéros de contact, notamment, parfois c'est moi-même qu'on peut consulter, qu'on peut appeler, ou c'est le numéro du secrétariat. Je n'ai pas le numéro du secrétariat en tête, mais le mien propre, c'est le 081 518 5606. Nous sommes disponibles, nous sommes joignables, et voilà, nous encourageons la population, surtout les adultes, à faire un dépistage des maladies cardiovasculaires. C'est extrêmement important parce que, comme on l'a dit, ce sont des tueurs silencieux, donc il ne faut pas attendre d'être frappé pour venir après en consultation. Merci, répétez les numéros pour une dernière fois. Voilà, notre numéro de contact, ça c'est le mien propre, c'est le 081 518 5606. 081 518 5606. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous voici donc à la fin de cette émission. Vous avez été nombreux de nous suivre chez vous à la maison. Continuez de nous suivre. La médecine pour tous existe pour vous. Les plateaux de pacemaker existent pour vous. Suivez nos programmes le lundi à 12h, le jeudi à 16h sur Evi Télévision. Nous sommes sur toutes plateformes de communication, YouTube, Facebook, Instagram, sous la même adresse, plateau de pacemaker. Nous nous retrouvons prochainement. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui nous a accordé ce temps de pouvoir partager avec le docteur. Nous remercions l'équipe technique Luther Lupeta qui nous accompagne toujours partout. Nous vous saluons chez vous à la maison. Au revoir et à tout à l'heure.